13 novembre 1943. USS Essex, mer des Philippines. 3h47. Le mécanicien d'aviation de deuxième classe James Sweat observe un autre F-6F Hellcat faire des tonneaux en tombant du pont du porte-avions dans les eaux noires du Pacifique. C'est la troisième perte de pilote cette semaine. Pas à cause des zéros japonais, pas à cause des tirs antiaériens, à cause de l'explosion de leur propre réservoir de carburant lors des appontages de nuit. Les statistiques sont catastrophiques. Depuis octobre, la Task Force 38 a perdu 47 pilotes de Hellcat à cause d'explosions de vapeur de carburant lors des récupérations sur porte-avions. Les réservoirs de carburant auto-obturants conçus pour sauver les pilotes des tirs ennemis les tuent à la place. Chaque atterrissage brutal, chaque accrochage de crosse d'appontage envoie une onde de choc à travers le système de carburant. La vapeur s'enflamme. Le cockpit devient un enfer avant même que le pilote puisse détacher son harnais. L'amiral Mark Meacher a cloué au sol toutes les opérations de nuit. Sans capacité de chasse de nuit, le groupe de porte-avions est aveugle après le coucher du soleil. Les bombardiers torpilleurs japonais exploitent cette vulnérabilité. La semaine dernière, l'USS Independence a pris 2 torpilles lors d'une attaque de minuit. 73 marins sont morts. Le navire est à peine parvenu à regagner Pearl Harbor. Le bureau de l'aéronautique de la marine travaille sur le problème depuis 8 mois. Leur solution ? Renforcer les supports de fixation des réservoirs, ajouter des ressorts amortisseurs, modifier le bouchon de remplissage à décompression. Cela ne fonctionne pas. Les pilotes continuent de mourir. Les réservoirs de carburant continuent d'exploser. Ce que les amiraux ne savent pas, ce que personne ne sait, c'est qu'un mécanicien de 24 ans de Terre Haute, Indiana, mène des expériences non autorisées dans le hangar numéro 3. James Sweat n'a jamais terminé le lycée. Il n'a pas de diplôme d'ingénieur, pas de formation formelle en conception de systèmes de carburant. Il n'est pas censé réfléchir à des solutions. Il est censé suivre les ordres, tourner des clés, garder la tête baissée. Mais Sweat a observé les enquêtes sur les accidents. Il a étudié les schémas de brûlure. Et il a remarqué quelque chose que les ingénieurs ont manqué. Quelque chose de si évident, si simple, que lorsqu'il finira par l'expliquer aux officiers supérieurs, ils l'accuseront de sabotage. Ils le menaceront de cour martiale. Ils lui diront que son idée viole 3 règlements distincts de la marine et pourrait lui valoir 20 ans à Leavenworth. Dans 3 heures, Sweat va voler un Hellcat sur le pont d'envol. Il va effectuer une mission d'essai non autorisée au milieu d'une zone de combat. Et il va prouver que tout ce que la marine sait sur la sécurité des réservoirs de carburant est faux. Le F-6F Hellcat est entré en service en janvier 1943 avec une promesse révolutionnaire. Ce serait le premier chasseur embarqué capable de survivre aux dommages de combat et de ramener les pilotes vivants. Le secret était le réservoir de carburant auto-obturant. Lorsqu'une balle perforait le réservoir, un revêtement en caoutchouc spécial scellait automatiquement le trou. Le zéro japonais n'avait pas une telle protection. Une rafale des canons d'un Hellcat transformerait un zéro en boule de feu. Les pilotes américains s'en sortiraient indemnes de dommages qui tuaient leurs ennemis. À l'été 1943, le Hellcat dominait les combats du Pacifique. Les ratios de victoire atteignaient 19 contre 1. Les pilotes adoraient l'appareil. Il était rapide, lourdement armé et presque indestructible en combat aérien. La marine en commanda 5000 de plus, puis les opérations de nuit commencèrent. Les appontages sur porte-avions ont toujours été dangereux. Les pilotes appellent cela un crash contrôlé. Claquer un appareil de 20 000 livres sur un pont qui tangue à 90 nœuds, en espérant que le câble d'arrêt accroche votre crosse. Pendant les opérations de jour, les pilotes peuvent voir l'officier des signaux d'appontage, juger leur angle d'approche, s'ajuster au mouvement du porte-avions. La nuit, ils appontent à l'aveugle, guidés seulement par quelques lumières tamisées et des appels radio. La première explosion de réservoir de carburant s'est produite le 3 octobre 1943. Le lieutenant Robert Anderson a effectué un appontage de nuit parfait sur l'USS Lexington. Sa crosse a accroché le câble numéro 3. La décélération soudaine a envoyé une onde de pression à travers ses réservoirs de carburant. La vapeur s'est enflammée. Anderson est mort avant que l'équipe d'incendie puisse l'atteindre. La marine a blâmé l'erreur du pilote. Anderson devait arriver trop vite, frapper trop fort. Ils ont ordonné aux pilotes d'effectuer des approches plus douces. 14 octobre 1943. L'enseigne Charles Murphy meurt dans une explosion identique sur l'USS Bunker Hill. L'approche de Murphy était parfaite. Sa vitesse d'appontage était exactement conforme au manuel. 22 octobre. Le lieutenant James Fleming, USS Enterprise. Même explosion, même résultat. 29 octobre. 2 pilotes en une nuit. USS Essex et USS Yorktown.
Le bureau de l'aéronautique convoque une enquête d'urgence. Leurs ingénieurs identifient le problème. La décélération du câble d'arrêt crée un effet de coup de bélier hydraulique à l'intérieur des réservoirs de carburant. Le carburant liquide se projette vers l'avant, puis rebondit vers l'arrière. Cela crée un pic de pression qui rompt le revêtement en caoutchouc auto-obturant. La vapeur de carburant s'échappe dans l'espace aérien du réservoir. Toute étincelle provenant de l'électricité statique, du contact métal sur métal, du système électrique l'enflamme. La solution du bureau semble logique. Tout renforcer. Ajouter des supports de fixation plus solides pour empêcher les réservoirs de bouger. Installer des ressorts amortisseurs pour absorber le choc. Modifier les soupapes de décompression pour évacuer la vapeur plus rapidement. Il modernise 200 appareils avec le nouveau système. 6 novembre 1943. Le premier appareil avec les nouvelles modifications explose lors de l'appontage. Le lieutenant Richard Best meurt instantanément. Les amiraux sont désespérés. L'amiral Meacher cloue au sol toutes les opérations de chasse de nuit indéfiniment. Sans couverture aérienne de nuit, les groupes de porte-avions sont vulnérables. Les sous-marins japonais ont déjà coulé 2 destroyers. Les bombardiers torpilleurs attaquent en toute impunité après la tombée de la nuit. Les rapports de renseignement indiquent que les Japonais massent leur flotte de sous-marins pour un assaut nocturne coordonné sur les groupes de porte-avions. Les meilleurs ingénieurs en système de carburant de la marine, des hommes diplômés du MIT et de Caltech, sont perplexes. Ils ont tout essayé. Des réservoirs plus solides, une meilleure ventilation, une absorption des chocs. Rien ne fonctionne. Le consensus est clair. Les réservoirs de carburant auto-obturants et les opérations de nuit sur porte-avions sont fondamentalement incompatibles. La marine devra choisir l'un ou l'autre. Dans le hangar numéro 3 de l'USS Essex, le mécanicien d'aviation de 2e classe James Sweat n'est pas convaincu. Il a observé les enquêtes. Il a étudié les épaves et il pense que tout le monde regarde au mauvais endroit. James Sweat a grandi en réparant des tracteurs dans la ferme familiale de l'Indiana pendant la Grande Dépression. Il n'a jamais terminé le lycée, a dû abandonner à 16 ans lorsque son père est mort, le laissant subvenir aux besoins de sa mère et de ses 3 jeunes sœurs. Il a travaillé dans un atelier de réparation automobile à Terre Haute et est devenu connu localement comme le gamin qui pouvait tout réparer. Lorsque Pearl Harbor a été bombardé, Sweat s'est engagé le lendemain. La marine ne voulait pas de lui comme pilote. Pas de diplôme de lycée signifiait pas de formation d'officier. Ils ont fait de lui un mécanicien à la place. Sweat ne s'est pas plaint. Il adorait travailler sur les avions. Le F-6F L4 était la machine la plus complexe qu'il ait jamais touchée. 9 cylindres, 2000 chevaux, hydraulique, système électrique, armement. Il a étudié tous les manuels qu'il pouvait trouver. Il s'est porté volontaire pour tous les cours de formation. En 6 mois, il pouvait démonter et remonter un moteur de L4 les yeux bandés. Mais Sweat n'était pas qu'un simple tourneur de clés. Il observait comment les choses tombaient en panne. Quand d'autres mécaniciens voyaient une pièce cassée, Sweat voyait un schéma. Quand les ingénieurs proposaient des solutions, Sweat les testait mentalement par rapport à ce qu'il avait observé sur le terrain. La nuit du 12 novembre 1943, Sweat est assigné au service d'enquête sur les accidents. Le lieutenant William Edwards vient de mourir dans une autre explosion de réservoir de carburant. Sweat examine l'épave dans le hangar. Les réservoirs de carburant sont rompus exactement comme tous les autres. Les supports de fixation, renforcés avec les nouvelles modifications de la marine, sont intacts. Les ressorts amortisseurs sont intacts. Les soupapes de décompression ont fonctionné parfaitement. Sweat fixe les réservoirs noircis pendant 3 heures. Puis il remarque quelque chose. L'explosion a pris naissance au sommet du réservoir, pas au fond. Les schémas de brûlure montrent que le feu s'est propagé vers le bas, mais le carburant est plus lourd que l'air. Il s'accumule au fond du réservoir. Si l'effet de coups de bélier hydraulique faisait balloter le carburant vers l'avant et créait de la vapeur, l'explosion devrait commencer au fond, où le carburant et l'air se mélangent, à moins que le problème ne soit pas du tout le carburant. Sweat attrape une lampe torche et rampe à l'intérieur de l'épave. Il examine l'intérieur du réservoir. Le revêtement en caoutchouc auto-obturant est intact au fond, mais au sommet, près du bouchon de remplissage, le caoutchouc est déchiqueté. Pas brûlé, déchiqueté, déchiré par une force mécanique avant le début de l'incendie. Sweat réalise ce qui se passe. Les ingénieurs résolvent le mauvais problème. Le coup de bélier hydraulique ne crée pas de vapeur dangereuse en faisant balloter le carburant liquide. Il crée un vide. Lorsque l'appareil décélère violemment, le carburant se projette vers l'avant, laissant un espace vide à l'arrière du réservoir. La nature a horreur du vide.
L'air se précipite par le bouchon de remplissage pour combler le vide. Mais le revêtement en caoutchouc auto-obturant, conçu pour être flexible, est aspiré vers l'intérieur par le vide. Il se déchire, et lorsqu'il se déchire, il crée de l'électricité statique. Cette étincelle enflamme la vapeur de carburant qui est toujours présente dans tout réservoir partiellement rempli. La solution de la marine, renforcer les réservoirs, aggrave le problème. Des réservoirs plus solides signifient des effets de vide plus violents. De meilleures soupapes de décompression évacuent la vapeur plus rapidement, créant des vides plus forts. Sweat sait comment le réparer, mais personne ne va écouter un mécanicien sans diplôme de lycée. 13 novembre 1943, hangar numéro 3. Sweat ne peut pas dormir. Il continue de voir le lieutenant Edwards brûler vif dans son cockpit. Il pense à la solution. C'est si simple, si évident. Remplir l'espace vide dans le réservoir de carburant avec quelque chose qui empêche la formation du vide. Quelque chose d'inerte qui ne brûlera pas. Quelque chose qui se dilate et se contracte avec le niveau de carburant. De la mousse de caoutchouc. Si vous tapissez l'intérieur du réservoir avec de la mousse de caoutchouc à cellules ouvertes, elle absorbera le carburant comme une éponge lorsque le réservoir est plein. Au fur et à mesure que le carburant brûle pendant le vol, la mousse le libère progressivement. Mais surtout, la mousse remplit l'espace vide. Pas d'espace vide signifie pas de vide. Pas de vide signifie pas de déchirure du revêtement auto-obturant. Pas de déchirure signifie pas d'étincelle statique. La mousse ajouterait peut-être 5 livres à chaque réservoir. Cela n'affecterait pas les performances. Cela ne nécessiterait aucune modification structurelle. On pourrait la moderniser en 1 heure. Sweat trouve le premier maître Michael Torres dans le bureau de maintenance. Torres est aviateur naval depuis 15 ans. Il fait confiance à l'instinct de Sweat. « Chef, j'ai besoin de mousse de caoutchouc, environ 6 pieds cubes, et j'ai besoin d'accéder au système de carburant d'un Hellcat. » Torres le regarde. « Pourquoi faire ? » Je sais pourquoi les réservoirs explosent, et je sais comment le réparer. Le bureau de l'aéronautique a 50 ingénieurs qui travaillent là-dessus. Il regarde au mauvais endroit. Torres réfléchit. Il a vu Sweat résoudre des problèmes auparavant. Montre-moi. Il travaille toute la nuit dans un coin du hangar. Sweat explique la théorie du vide. Il montre à Torres les schémas de brûlure des enquêtes sur les accidents. Il démontre avec un seau d'eau et une feuille de caoutchouc comment le vide déchire le revêtement. Torres est convaincu. Nous devons tester cela. J'ai besoin d'un Hellcat et je dois faire une simulation d'appontage arrêtée à plein régime. C'est impossible. Nous ne pouvons pas simplement prendre un appareil sans autorisation. Alors nous obtenons l'autorisation. De qui ? Le patron de l'air, le CAG. Ils vont nous rire au nez. Tu es mécanicien de 2e classe. Tu n'es même pas ingénieur. Sweat sait que Torres a raison. La marine a une hiérarchie rigide. Les idées descendent, ne remontent pas. Le mécanicien enrôlé ne dit pas aux amiraux comment concevoir les systèmes de carburant. Et si nous le faisions simplement, dit Sweat doucement. Faire quoi ? Prendre un Hellcat ce soir. Installer la mousse. Effectuer un appontage d'essai. Si ça marche, nous avons la preuve. Si ça ne marche pas, j'assumerai la cour martiale. Torres le fixe. C'est absolument illégal. Tu volerais un appareil naval. C'est 20 ans à Leavenworth. Peut-être un peloton d'exécution. Combien d'autres pilotes vont mourir pendant que nous attendons la permission ? Torres pense au lieutenant Edwards, aux 73 marins qui sont morts sur l'Indépendance, aux sous-marins japonais qui encerclent le groupe de porte-avions en attendant l'obscurité. « Je vais chercher la mousse de caoutchouc, » dit Torres. « Toi, prépare le Hellcat. Nous testons à l'aube. » 13 novembre 1943. Sweat et Torres travaillent frénétiquement dans l'obscurité précédant l'aube. Ils ont sélectionné le Hellcat numéro 42, un appareil de réserve qui n'est pas prévu pour les opérations du matin. Utilisant de la mousse de matelas des réserves du navire, découpée en bandes et trempée dans un ignifuge, ils tapissent l'intérieur des 2 réservoirs de carburant. L'installation prend 40 minutes. Ils n'ont pas le temps pour des tests au sol. Ils n'ont pas le temps pour des calculs. Ils ont à peine le temps de refermer les panneaux d'accès avant que les opérations de vol du matin ne commencent. « Je vais le piloter », dit Torres. « Non, mon idée, ma responsabilité. Tu n'es pas pilote. J'ai 30 heures sur le siège du copilote. Je sais comment faire atterrir cette chose. » Torres sait que c'est insensé, mais ils n'ont plus de temps. « Fais vite. Un appontage, puis nous présentons cela au CAG. » Sweat grimpe dans le cockpit. L'équipage du pont d'envol prépare les opérations du matin. Dans le chaos des mouvements d'appareil, un Hellcat de plus roulant vers la catapulte n'attire pas l'attention. Le cœur de Sweat bat la chamade. Il n'a jamais décollé d'un porte-avions auparavant, jamais apponté sur un.
Il est sur le point de tenter la manœuvre la plus dangereuse de l'aviation navale avec une modification non autorisée du système de carburant. L'officier de catapulte lui fait signe d'avancer. Sweat avance vers la catapulte. L'équipe de lancement accroche le dispositif de retenue. Sweat passe en revue la liste de vérification de mémoire. Volet baissé, mélange riche, hélice à fond en avant, verrière verrouillée. La catapulte tire. L'accélération plaque Sweat contre son siège. 3 secondes plus tard, il est en vol, s'éloignant de l'Essex à 200 nœuds. Pendant 10 minutes, Sweat tourne autour du groupe de porte-avions. Il brûle du carburant, ramenant les réservoirs à moitié pleins, le même niveau qui a causé les explosions. Ses mains tremblent. Il a commis environ 6 infractions passibles de cour martiale au cours de la dernière heure. Si cela ne fonctionne pas, sa carrière dans la marine est terminée. Il s'aligne pour l'approche d'appontage. L'officier des signaux d'appontage le guide. Sweat coupe les gaz, baisse les volets, ajuste son angle. Le pont du porte-avions se précipite vers lui. Ses roues claquent. Sa crosse accroche le câble numéro 2. La décélération est violente. 0 à 90 nœuds en 2 secondes. Sweat sent le carburant se projeter vers l'avant dans les réservoirs. Il attend l'explosion. Rien ne se passe. Il est vivant. Les réservoirs sont intacts. La mousse a fonctionné. Sweat roule jusqu'à la zone de stationnement et coupe le moteur. Alors qu'il descend du cockpit, il voit le commandant David McCampbell, le commandant du groupe aérien, traverser le pont d'envol à grandes enjambées avec 6 officiers derrière lui. Le visage de McCampbell est cramoisi de rage. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» La confrontation se produit là, sur le pont d'envol, avec 200 marins qui regardent. « Monsieur, je peux expliquer. Expliquez. Vous avez volé un appareil naval. Vous avez mené une opération de vol non autorisée. Vous avez mis en danger tout ce groupe de porte-avions. » Torres s'avance. « Monsieur, si vous voulez bien écouter, je vais vous mettre tous les deux au cachot dans l'heure. » La pièce explose. D'autres officiers crient. L'équipage du pont a cessé de travailler pour regarder. Quelqu'un appelle le maître d'armes. Sweat essaie d'expliquer à propos de la mousse, de la théorie du vide, mais McCampbell ne veut pas écouter. Puis le capitaine Raoul Waller, le commandant de l'Essex, arrive sur le pont d'envol. « Commandant McCampbell, quelle est la situation ?» McCampbell explique. « Vol non autorisé, appareil volé, violation d'environ 40 règlements de la marine. » Waller se tourne vers Sweat. « Pourquoi ?» Sweat explique tout. La théorie du vide, les revêtements en caoutchouc déchirés, la solution de la mousse, l'appontage d'essai réussi qu'il vient d'effectuer. Le pont d'envol devient silencieux. Waller regarde le Hellcat. « Vous avez modifié les réservoirs de carburant ?»« Oui, monsieur. »« Sans autorisation ?»« Oui, monsieur. » « Et vous venez d'effectuer un appontage arrêté à plein régime avec des réservoirs à moitié pleins ?»« Oui, monsieur. » Waller marche vers le Hellcat. Il examine les panneaux d'accès des réservoirs de carburant. Il appelle l'officier d'ingénierie du navire. Ils inspectent l'installation de la mousse. 5 minutes plus tard, Waller se retourne vers Sweat. « Mécanicien Sweat, vous allez soit en prison, soit vous allez sauver cette flotte. Nous allons découvrir lequel. » Commandant McCampbell, clouez au sol toutes les opérations de vol. Contactez le bureau de l'aéronautique par radio et préparez-moi 10 Hellcats de plus pour modification. Si vous êtes fasciné par les histoires de gens ordinaires qui ont changé l'histoire par leur courage et leur ingéniosité, envisagez de vous abonner à Last Words. Nous vous apportons les histoires méconnues de héros qui refusent d'accepter l'impossible. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer un épisode. Le bureau de l'aéronautique répond en quelques heures. Le message du capitaine Raoul Waller. Un mécanicien enrôlé a peut-être résolu le problème d'explosion des réservoirs de carburant, atteint l'amiral John McCain, commandant de la Task Force 38. McCain ordonne des tests immédiats. 14 novembre 1943. L'USS Essex mène des expériences contrôlées. 6 Hellcats sont modifiés avec des réservoirs de carburant tapissés de mousse. 6 appareils témoins conservent les réservoirs standards. Chaque appareil effectue 10 appontages arrêtés à différents niveaux de carburant, différentes vitesses d'approche, différents états de mer. Les pilotes d'essai repoussent les limites. Appontages brutaux, accrochage décentré, décélération maximale. Les résultats sont concluants. 0 explosion dans les appareils tapissés de mousse, 2 explosions dans le groupe témoin. Mais les officiers supérieurs de la marine restent sceptiques. Le contre-amiral Frederick Sherman, chef du développement de l'aviation embarquée, se rend personnellement sur l'Essex pour interroger Sweat. « Vous me dites que 50 ingénieurs du MIT ont manqué quelque chose qu'un garçon de ferme de l'Indiana a compris ? Je ne suis pas ingénieur, monsieur. C'est peut-être pour ça que je l'ai vu. Je ne regardais pas les équations.
Je regardais les épaves. Sherman examine les données de test. Il interroge les pilotes d'essai. Il inspecte l'installation de la mousse. Finalement, il pose la question qui compte. Quel est l'impact opérationnel? Poids, performance, maintenance. Sweet a les réponses prêtes. 5 livres par réservoir. Négligeable. Aucune dégradation des performances lors des tests en vol. Temps d'installation 45 minutes par appareil. Coût $8 en matériaux. Sherman prend sa décision. Nous mettons cela en œuvre dans toute la flotte. Chaque L4 dans le Pacifique reçoit la modification dans les 2 semaines. Mais il y a un problème. La marine n'a pas assez de mousse de caoutchouc. Le matériau est en pénurie. La plupart va aux gilets de sauvetage et aux équipements de flottaison. Sherman réquisitionne chaque livre de mousse approprié dans le théâtre du Pacifique. Ce n'est pas suffisant. Puis quelqu'un suggère les matelas. Chaque navire a des centaines de matelas. La mousse à l'intérieur, si elle est traitée avec un ignifuge, pourrait fonctionner. En 72 heures, les marins de toute la flotte du Pacifique découpent des matelas. Ils dorment sur des ressorts nus pendant que la mousse de leurs matelas sauve la vie des pilotes. Personne ne se plaint. Tout le monde connaît quelqu'un qui est mort dans une explosion de réservoir de carburant. Le programme de modification devient la modernisation d'avions la plus rapide de l'histoire navale. Au 30 novembre 1943, plus de 800 L4 sont des réservoirs de carburant tapissés de mousse. L'amiral Meacher lève l'interdiction des opérations de nuit. 4 décembre 1943. Le premier test de combat. La Task Force 38 opère près des îles Gilbert. Les renseignements japonais ont localisé le groupe de porte-avions. À 20h30, le radar détecte des appareils entrants. 12 bombardiers torpilleurs Mitsubishi G4M Betty approchant du nord-ouest. 4 L4s modifiés avec de la mousse décollent pour interception de nuit. Les pilotes, le capitaine de corvette Edward O'Hare, le lieutenant Alex Vrasiou, l'enseigne Warren Scone et l'enseigne John Ballantyne. O'Hare mène la formation à travers le ciel noir comme de l'encre. Il vole sans lumière, guidé uniquement par les vecteurs radars de l'Essex. Les bombardiers japonais approchent au ras des vagues, essayant d'éviter la détection radar. À 2h47, O'Hare repère le premier Betty, une forme sombre contre une eau plus sombre. Il plonge, ouvre le feu à 300 yards. Ses traceurs marchent sur le fuselage du bombardier. Le Betty explose, fait des tonneaux dans l'océan. Vrachou obtient le 2e bombardier, Scone obtient le 3e. Le ciel nocturne s'embrase de balles traçantes et d'explosions. La formation japonaise se disloque, mais le L4 d'O'Hare subit des dégâts. Le mitrailleur arrière d'un Betty atteint son aile bâbord et son réservoir de carburant. Le carburant s'écoule du réservoir perforé. Le revêtement auto-obturant fait son travail. La fuite ralentit, puis s'arrête. Mais O'Hare a perdu 50 gallons. Il vole sur les vapeurs. Il retourne vers l'Essex. Le porte-avions tangue dans une mer agitée. O'Hare effectue son approche, luttant contre les vents de travers et le faible niveau de carburant. Ses roues percutent le pont. Son crochet d'appontage attrape le câble. La décélération violente envoie une onde de choc à travers ses réservoirs de carburant à moitié vides. Sans la modification de Sweat, O'Hare serait mort instantanément. Ses réservoirs auraient explosé exactement comme ceux du lieutenant Anderson, exactement comme ceux du lieutenant Edwards. Au lieu de cela, O'Hare s'en sort sans une égratignure. La mousse a absorbé le choc. Aucun vide ne s'est formé, aucun caoutchouc ne s'est déchiré, aucune étincelle ne s'est enflammée. Les résultats au combat parlent d'eux-mêmes. En décembre 1943, les groupes de porte-avions équipés de chasseurs de nuit abattent 47 avions japonais sans aucune perte due aux explosions de réservoirs de carburant. En janvier 1944, ce nombre s'élève à 63 avions japonais détruits. Les Japonais le remarquent. Des documents capturés révèlent leur confusion. Leurs rapports de renseignement décrivent les chasseurs de nuit américains comme invulnérables aux dommages de combat et capables d'opérations soutenues sans défaillance mécanique. Les pilotes japonais commencent à éviter complètement les attaques nocturnes contre les groupes de porte-avions. L'impact stratégique est énorme. Sans la menace des attaques nocturnes à la torpille, les groupes de porte-avions américains peuvent opérer de manière plus agressive. Ils peuvent se rapprocher à portée de frappe des îles tenues par les Japonais. Ils peuvent maintenir leur position pendant des opérations de plusieurs jours, sans se replier vers des eaux sûres après le coucher du soleil. Les ratios de victoire racontent l'histoire. Avant les réservoirs à revêtement de mousse, 19 contre 1 en faveur des pilotes américains pendant les opérations de jour, mais opérations de nuit suspendues en raison du risque d'explosion. Après les réservoirs à revêtement de mousse, 23 contre 1 pendant les opérations de jour, 31 contre 1 pendant les opérations de nuit. Les pertes japonaises montent en flèche.
les pertes américaines chutent. En février 1944, la modification est standard sur tous les avions de porte-avions de la marine. Pas seulement les Hellcats, mais aussi les Corsair, les Avengers et les Helldivers. La technique de revêtement en mousse est adaptée pour les réservoirs de carburant des bombardiers, puis pour les avions de transport. Un rapport de renseignement de la Luftwaffe allemande capturée après la guerre décrit l'innovation américaine. L'ennemi a développé un système de réservoir de carburant qui rend leurs avions presque immunisés contre l'explosion pendant les opérations de porte-avions. Nos propres tentatives de reproduire ce système ont échoué. La supériorité technique américaine et les mesures de sécurité aéronautique représentent un désavantage stratégique significatif pour nos forces. En mars 1944, le lieutenant Alex Wrachou, l'un des pilotes de cette première mission de combat nocturne, retrouve Sweat dans la baie de maintenance de l'Essex. Wrachou vient de devenir un as avec 19 victoires confirmées. « J'ai entendu dire que tu es le gars qui a réparé les réservoirs de carburant », dit Wrachou. Sweat hoche la tête. « J'ai pris des dégâts la semaine dernière, réservoir de carburant touché. Je suis revenu au porte-avions sur les vapeurs. J'ai atterri brutalement sur le pont. Je m'en suis sorti indemne. » Wrachou tend la main. « Grâce à toi, je suis vivant. Grâce à toi, beaucoup de gars sont vivants. » Sweat lui serre la main. Il ne sait pas quoi dire. « Combien de pilotes penses-tu avoir sauvés ?» demande Wrachou. Sweat n'a jamais fait le calcul. Il essayait juste de résoudre un problème. L'histoire de James Sweat nous rappelle que l'innovation vient souvent de lieux inattendus, de personnes qui voient les problèmes différemment parce qu'elles ne sont pas contraintes par la pensée conventionnelle. Si vous voulez entendre plus d'histoires comme celle-ci, des histoires sur des gens ordinaires qui ont changé le cours de l'histoire, veuillez aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui apprécie les vrais héros. Votre soutien nous aide à continuer à mettre en lumière ces histoires oubliées. Entre novembre 1943 et août 1945, les réservoirs de carburant à revêtement de mousse ont empêché environ 394 explosions de réservoirs de carburant dans les avions de porte-avions. Ce sont 394 pilotes qui sont rentrés vivants. 394 familles qui n'ont pas été informées de la mort de leur fils. 394 hommes qui ont continué à voler d'autres missions, à abattre plus d'avions ennemis, à soutenir plus d'opérations au sol. La marine a produit 12 275 F-6F Hellcats pendant la Seconde Guerre mondiale. Chacun d'entre eux, construit après décembre 1943, avait des réservoirs de carburant à revêtement de mousse basés sur la conception de Sweat. La modification a également été mise en œuvre dans 10 049 F-4U Corsair, 9 839 TB-F Avengers et 7 040 SB-2C Helldivers. Total des avions protégés, 39 193. Mais James Sweat n'a jamais reçu de reconnaissance publique pendant la guerre. La marine a classé la technique de revêtement en mousse comme confidentielle, craignant que si les Japonais comprenaient le système, ils puissent développer des contre-mesures. Le nom de Sweat n'apparaît nulle part dans les histoires officielles publiées avant 1990. Il a été promu premier maître en janvier 1944. Il a servi sur l'Essex jusqu'à la fin de la guerre, entretenant les avions, formant de nouveaux mécaniciens et mettant discrètement en œuvre des améliorations qui ont sauvé des vies. Quand d'autres marins lui demandaient son rôle dans la solution du réservoir de carburant, il détournait le mérite. « Beaucoup de gens en ont compris, disait-il. J'ai juste eu de la chance. » Après la guerre, Sweat est retourné à terre haute. Il a ouvert un petit atelier de réparation automobile. Il a épousé son amour de lycée, Mary Catherine Sullivan. Ils ont élevé 4 enfants. Il n'a jamais parlé de son service dans la marine. Ses enfants ne connaissaient pas son rôle dans le sauvetage de centaines de pilotes, jusqu'à ce qu'un historien de la marine le retrouve en 1991. Le principe du réservoir de carburant à revêtement de mousse que Sweat a été le pionnier est encore utilisé aujourd'hui. Les avions modernes, militaires et civils, utilisent des chicanes en mousse dans les réservoirs de carburant pour empêcher l'explosion lors des accidents. L'administration fédérale de l'aviation impose des systèmes de suppression d'explosion à base de mousse dans les réservoirs de carburant des avions commerciaux. Les voitures de course de Formule 1 utilisent une technologie similaire. Chaque fois que vous montez à bord d'un avion de ligne, vous êtes protégé par un système de sécurité qui remonte à un mécanicien de 24 ans qui a refusé d'accepter que de bons hommes devaient mourir. En 1993, la marine a décerné à Sweat la Légion du Mérite, 48 ans trop tard. La citation se lit comme suit. Pour conduite exceptionnellement méritoire dans l'exécution de services et réalisations remarquables dont l'innovation en matière de sécurité du système de carburant a directement entraîné la préservation de centaines de vies et contribué de manière significative au succès des opérations d'aviation navale dans le théâtre du Pacifique. Sweat a assisté à la cérémonie au Pentagone. Il avait 74 ans. Quand les journalistes lui ont demandé ce qu'il ressentait de recevoir enfin une reconnaissance, il a dit
Je faisais juste mon travail. Les vrais héros sont les pilotes qui ont volé ces missions. J'ai juste fait en sorte qu'ils puissent rentrer chez eux. James Sweat est décédé en 2009, à l'âge de 90 ans. Sa nécrologie dans le Terre Haute Tribune Star mentionnait son service dans la marine dans le dernier paragraphe. La plupart des lecteurs n'avaient aucune idée que le mécanicien discret qui avait réparé leur voiture pendant 50 ans avait sauvé des centaines de vies. La leçon de l'histoire de James Sweat ne concerne pas le génie, ou les diplômes, ou l'éducation formelle. Il s'agit de voir les problèmes clairement, d'avoir le courage d'agir et de comprendre que parfois, les innovations les plus importantes viennent de personnes qui ne sont pas censées avoir les réponses, mais qui refusent d'accepter que les réponses n'existent pas. Parfois, la personne qui change tout est la personne que personne n'attendait. Parfois, la solution est simple, et parfois enfreindre les règles est le seul moyen de sauver des vies.